Mal baisé de tout pays, unissez-vous, c'est un peu le cri de guerre lancé par Ovidie, réalisatrice, documentariste. Elle ne cesse d'explorer les questions liées à la sexualité et à l'amour, à la domination masculine et au désir des femmes. Avec son spectacle La chair est triste et lasse, elle met un grand coup de pied dans la fourmilière, un monologue furieux et ironique tiré de son livre publié en 2023 et joué par Anna Mouglalis. Mal baisée, elle ne l'est plus puisqu'elle a décidé d'arrêter le sexe avec les hommes. Comment en est-elle arrivée à cette décision? On va en parler avec elle, Ovidie, et dans les midis. Bonjour Ovidie. Bonjour. Et bienvenue dans les midis de culture. Alors hier, c'était la première de La chair est triste hélas. Comment ça s'est passé? Ah, c'était le feu, non? Oui, Vous c'était le étiez feu. là, J'étais franchement. là, oui, c'est vrai. C'était le feu, non, c'était exaltant, c'était génial. Et surtout ce qui moi m'a fait plaisir, c'est entendre le public rire. Ah ben voilà, c'est une question que je voulais vous poser. Vous aviez un doute là-dessus? Sur le fait Et que... bien sûr, parce que, moi déjà quand je l'ai écrit dans la claustration de mon bureau. J'avais pas du tout conscience, c'était un texte de colère quand même avant tout, j'avais pas du tout conscience que ça pouvait potentiellement être, drôle. Et au moment de sa sortie déjà, il y avait un certain nombre de lectrices qui m'avaient dit: «Ah nous, avec des copines, on se fait des apéros, la chair est triste, on se lit les meilleures punchlines et puis on rigole», donc il y avait un truc un peu, cathartique, jubilatoire, là-dedans pour moi aussi d'écrire ça. Mais j'avais pas conscience que c'était Ouais. drôle. Et quand on a répété avec Anna, c'est pareil, elle répétait le texte, je dirais pas, 1er degré, mais en restant, Sur la concentrée sur colère? cette colère, Voilà. sur le ton de la colère. Et on se disait: «Non mais c'est sûr que ça va ricaner quand même pendant la représentation», et en fait, ça n'a pas loupé de bout en bout. Ouais. Ça rit parce que je pense que chacune, s'est reconnue, dans les expériences, qui sont, racontées donc, par Anna, sur scène, quoi. C'était assez fédérateur. La Malbaisse, c'est très Oui, en fédérateur. fait, c'est ça, on s'en rend compte. Il y a quand même cette phrase qui fait beaucoup rire. Et ce qui est drôle aussi, c'est l'attitude qu'elle a, Anna Mouglalis, à ce moment-là. C'est je suis pas féministe, je suis pas mal baisée parce que je suis féministe, je suis féministe parce que je suis mal baisée. Parce que je sais que je suis mal Voilà, je baisée. sais que je suis Je mal sais que je baisée. suis mal Et il baisée. y a un silence après. C'est là que c'est drôle, en Ouais, fait. C'est le silence qui est drôle. mais bien sûr. Alors, je me suis demandé, donc ce texte, on l'a dit, hein, il est au départ paru en 2023 chez Juillard, dans la collection Fauteuse de troubles qui est dirigée par Vanessa Springora. L'idée de le mettre au théâtre, c'était une façon de toucher un autre public et peut-être de toucher les mecs hétéros, en fait, c'est ça? C'était surtout une façon de rendre collectif ce texte. C'est-à-dire, à la base, vraiment, moi, je l'avais pensé, non pas comme un manifeste ni un projet de société. C'était vraiment un texte purement individuel en disant, voilà, c'est ce que je ressens, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi, etc. Donc, avec 1000 pincettes. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que ça s'est transformé finalement en un texte collectif qui m'appartient plus maintenant, qui circule. Et quand on a fait des lectures, on a fait des lectures musicales, par exemple. Donc moi, je suis une très mauvaise lectrice, mais c'était moi qui faisais les lectures. Et on a fait, par exemple, je sais pas, une lecture à la Maison de la Poésie ou dans des festivals. Et là, j'ai pu voir les réactions du public. Et c'est là où je me suis dit: «En fait, il faudrait en faire une pièce». Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est ce texte qui, tout à coup, est collectif et chacune, s'en empare. Il y a plein de femmes, de tous les âges, en fait, hein. Il y a des petites minettes de 18 ans, il y a des femmes de 80 balais, enfin moi je trouve ça vraiment réjouissant de mettre tout le monde avec son passé, des parcours de vie différents, de mettre tout le monde dans la même pièce. Et effectivement, il y a quelques mecs quand Ouais. même, et personne n'est sorti, hein, je veux dire, on s'est posé la question parce que les mecs, ils se font un peu boxer pendant 1h10, mais faut croire qu'ils sont suffisamment malins pour comprendre que c'est pas une attaque, ad hominem, que voilà, c'est, la masculinité dans son ensemble qui est critiquée. Et on n'a pas eu de Jean-Michel qui se serait levé en plein milieu de la pièce en disant: «Oh, qu'est-ce que c'est que cette misandrie?» Ça peut Non. venir, hein, je vous le souhaite pas. Ouais, ouais, ça peut venir, ça c'est sûr, ouais. Alors, on l'a dit, c'est la comédienne Anna Mouglalis qui monte sur scène pour dire vos mots. Elle est seule face au public. Avant de continuer cette conversation, je pense qu'il faut vraiment l'écouter. On va écouter 2 extraits de La chair est triste hélas, qui est en ce moment au théâtre de l'Atelier à Paris. Un jour, j'ai arrêté le sexe avec les hommes. Ça fait 5 ans que je fais la grève du sexe. Je me suis pas réveillé un matin en me disant demain j'arrête, comme on se mettrait au régime ou on jetterait ses dernières cigarettes. 1 an auparavant, il y avait déjà eu un précédent. Un signe annonciateur du chemin que j'allais finir par suivre. En guise de proto-expérimentation de ma sortie de la sexualité avec les hommes,
J'avais déjà entamé une grève de la pipe. J'ai beau réfléchir, les hommes n'ont rien à m'apporter. Je veux pas de leur argent ou de leur prétendue sécurité, j'en ai jamais voulu. J'ai toujours été en couple avec des types fauchés. Et lorsque des hommes riches ou célèbres m'ont tourné autour, j'ai pris la fuite. Ça doit être ma façon de refuser mon statut de femme trophée en puissance. Je ne veux leur être redevable de rien. Je veux pouvoir les quitter quand je veux, sans indemnité de départ, et conserver ma liberté. D'ailleurs, comment peut-on encore croire que le couple apporterait une quelconque sécurité? Quel pari stupide sur l'avenir, puisque quoi qu'il en soit, à peine soufflons-nous nos 40 bougies, qui s'empressent d'aller baiser des gamines de 20 ans de moins que nous, qui pourraient être leurs filles. Voilà, Anna Mouglalis, dans La chair est triste, hélas. Ovidie, pourquoi Anna Mouglalis? Ça a été mais une évidence. En fait, il n'y a pas eu, de comment dire? Il n'y a pas eu de danse de la séduction auprès des agents non plus. Ouais. C'est-à-dire, il y a pas ça s'est fait en un café. C'était d'une simplicité, pour moi, c'était évident que c'était Anna Mouglalis et j'ai eu cette chance, c'est que Anna avait lu le texte. Voilà, ce que je voulais vous demander. J'ai Elle l'avait lu Elle avant. avait lu et pour la petite histoire, c'est son compagnon qui lui avait offert par ailleurs en lui disant: «Ah, ça va te plaire» et elle avait lu le texte donc il n'y a pas eu besoin de, vraiment de faire, des cette danse de la séduction auprès d'elle mais auprès de son agent et tout ça. Ça s'est réglé entre nous comme ça, à cette terrasse de café et j'ai conscience que j'ai énormément de chance parce que c'est ma première vraie création Mmh. théâtrale. J'ai déjà fait, d'autres petites choses dans le théâtre mais c'est ma première vraie création. On fait 30 dates, c'est énorme et j'ai la chance que pour cette première création, ce soit Anna Mouglalis, qui porte le texte, quoi. Enfin, donc je me rends compte que vraiment, je suis chanceuse. Pourquoi c'est une évidence pour vous que ce soit elle? Je pense qu'il fallait qu'il y ait une compatibilité militante entre nous pour bien comprendre le texte de la même façon. Pas le comprendre de traviole. Là, on était en symbiose et on était raccord sur le sens du texte tout le temps. Vraiment, il n'y a pas eu, et il y a aussi une superposition. C'est intéressant le passage que vous avez choisi. Il y a une superposition finalement de sa voix à elle et de la moi, et de la mienne. C'est quand elle dit, «J'ai toujours été avec des types fauchés, j'avais pas envie d'être une femme trophée» et cetera. C'est ma voix aussi qui dit, c'est sa voix qui le dit parce que c'est vrai pour elle Mmh. et c'est vrai pour moi. En fait, il y a des moments où nos expériences peuvent se superposer parce que l'une comme l'autre, d'une certaine façon, on a été réduite à notre corporéité. Elle, en tant que mannequin, moi en tant qu'actrice, et cetera. Donc, il peut y avoir, il y a des moments où on nous a réduites à des corps Mmh. finalement. Donc c'est cette superposition de voix qui était, à mon avis, indispensable et évidemment ça n'aurait pas été possible avec toutes les autres, enfin avec une autre comédienne, là c'est vrai que ça a fusionné quoi. Alors tout commence donc par cette confidence qui est pas chuchotée pour une confidence, elle est vraiment dite haut et fort. Vous avez arrêté le sexe avec des hommes, vous dites: «C'est la grève du sexe». Vous dites aussi, et de façon, assez marrante, que vous vouliez priver personne de dessert. Cette décision, en fait, au départ, c'est pour vous sauver. Oui, ça a été un grand ras-le-bol, mais arrêter, le sexe avec les hommes, c'est pas juste arrêter le coït, arrêter le rapport sexuel, arrêter les 7 minutes de rapport réglementaire, puisque c'est la moyenne nationale. C'est pas ça, en fait, c'est pas uniquement ça que j'ai arrêté, c'est tout ce que ça implique que d'être une femme et que de constamment lutter pour rester désirable, en fait. Moi, c'est surtout ça qui m'a épuisée, c'est, tout ce que ça implique. En fait, c'est un boulot à temps plein, hein, que d'être une femme, désirable, que d'être un sexe à convoiter entre, je sais pas, le temps qu'on passe à s'épiler, à se faire je sais pas, de la médecine esthétique, à, je sais pas, à se couvrir les cheveux gris parce qu'on a peur de plus être côté à l'Argus. Enfin, je veux dire, déjà tout ça, ne serait-ce que l'entretien, c'est un temps infini que moi j'avais envie de récupérer. J'avais la sensation que ce temps on me l'avait volé. J'avais envie de le récupérer pour l'investir dans des choses plus intéressantes. Je sais pas, des trucs créatifs, bosser ou je sais pas quoi, mais aussi, je sais pas, me balader avec les chiens. Je trouvais qu'il y avait des choses plus intéressantes à faire que me faire des peelings et des gommages, quoi, finalement, ou de me vernir les ongles de pied. Et, et voilà, ça fait partie. C'est aussi un arrêt de la douleur. Parce que, la sexualité, quand on est une femme hétéro, souvent ça implique de la douleur. Ça implique de la douleur, ne serait-ce que quand on trouve que les rapports sont un petit peu longs et qu'on n'ose pas dire stop. Ça implique de la douleur dans certaines pratiques. Ça implique
Puis il y a toujours cette idée que nous, on a intériorisé de façon la douleur de façon générale, hein, avec, je sais pas, la pose du stérilet, l'épisiotomie sans anesthésie, etc., etc. Donc il y a toujours, on a un rapport à la douleur qui est quand même très particulier, avec cette idée que si on en fait trop, bon bah ça va, on saoule tout le monde, faudrait peut-être, on affabule finalement. Et je crois que c'est ça aussi que j'ai voulu arrêter. C'est là, je me suis dit, je ne veux plus avoir mal. Physiquement, je ne veux plus. Il y a un moment, cette douleur, mais même juste de s'épiler le pubis, quoi. Mhm. Ne serait-ce que ça fait un mal de chien. Rien que ça, je me suis dit, mais pourquoi je m'affiche cette douleur-là? C'est insupportable. Et tout le discours qui consiste à dire, oui, mais ça, je le fais pour moi, je me maquille pour moi, je m'épile pour moi. C'est ce que dit Anna à un moment sur scène. Elle dit, mais évidemment qu'on s'impose pas une épilation du sillon fessier pour soi. Ça n'existe pas. En fait, non, on le fait pas pour soi. Tout. Quand on dit, ah, mais ça, je le fais pour moi, c'est faux. C'est complètement faux. Donc, c'est toute cette remise en question-là. C'est pas juste l'arrêt du rapport. C'est tout ce que ça implique. Et même, ça change des choses dans les relations sociales au quotidien, dans nos rapports professionnels. Une fois qu'on arrête la sexualité, on se rend compte que on arrête de minauder. Mhm. Parce que parfois, on le fait. En fait, on le fait sans s'en rendre compte. Dans certaines relations, je sais pas, à un moment de la signature d'un contrat ou je sais pas quoi, on va avoir tendance à minauder ou à charmer, mais vraiment, même sans le vouloir. Et tout à coup, quand on arrête la sexualité, on se rend compte de ça. Je vous coupe pas, hein, je faisais un signe à la régie, pardon, parce que je voudrais ce que vous venez de dire me fait penser à un son que je voulais vous passer, d'une femme qui a beaucoup, elle aussi, réfléchi à ces questions, à la marchandisation du corps féminin, à ce que ça implique, à ce qu'on s'impose, les dictats de la séduction en général. C'est l'autrice québécoise Nelly Arcan qui s'est suicidée en 2009. Elle avait 36 ans, je propose qu'on l'écoute. Jeunesse, absence de rides, fermeté, performance sexuelle, ce que j'appelle les sources d'érection, ou par exemple, je parle aussi des femmes vulves, c'est-à-dire sont des femmes dont le corps est tout orienté vers la captation du désir des hommes, ce qu'on retrouve dans la pornographie. Et il y a certaines chirurgies plastiques qui découlent directement de la culture pornographique, comme la vaginoplastie, par exemple. Et voilà, je réfléchis beaucoup sur cette question. Et ce qui est extrêmement désespérant pour la femme, c'est de s'apercevoir que la féminité est réduite à une surface épidermique, comme ça, à une dimension strictement corporelle. Et en même temps, les femmes consentent à ça. Je ne rends pas responsables les hommes et je ne pense pas que les femmes soient victimes parce que le consentement des femmes va trop loin dans cette soumission-là. Dans tous mes livres, il y a toujours un paradoxe qui est... c'est pour ça que je dis qu'elles ne sont pas des victimes, parce que ce sont des héroïnes, finalement, qui ne peuvent pas se soumettre au désir des hommes et qui, en même temps, ne peuvent pas renoncer à capter le désir des hommes. Nelly Arcan, c'était en 2007 sur France Culture. En fait, elle pose la question de l'acceptation par les femmes du désir des hommes. Les hommes, en fait, ce que vous expliquez, se valident entre eux et à travers le corps des femmes. Oui, bah, c'est toute l'histoire de la conquête des corps, en fait, de conquérir des citadelles, de conquérir des territoires. C'est ce qu'on dit à un moment dans la pièce, que finalement, Baiser relève d'une politique impérialiste de conquête de territoire. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce que dit Nelly Arcan, c'est vraiment toute cette question de la servitude volontaire. Il faut bien comprendre, là par exemple, elle parle de chirurgie esthétique. Je crois que c'était son 3e roman à ciel ouvert qui était sur la chirurgie esthétique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce soit Nelly Arcan ou moi, on n'est pas dans une critique, on n'est pas des donneuses de leçons. C'est-à-dire, Nelly Arcan, elle critique finalement, d'une certaine façon, la chirurgie esthétique, mais elle en est la première cliente. Elle a tout de refait, Nelly. Elle a le nez, elle a les seins, elle a les cheveux peroxydés, elle fait du cardio à jeun pour rester mince. Donc finalement, on se soumet à ces injonctions. C'est pas parce qu'on les dénonce qu'on est en train de faire la leçon aux autres femmes en disant « Oh bah dis donc, toi tu fais des régimes, t'es une traîtresse à la cause féministe. » On n'est pas du tout sur ce registre-là. Donc c'est important de dire que cette servitude volontaire, parfois on continue à l'embrasser pleinement, on n'arrive pas à s'en libérer. Et c'est pas parce qu'on la dénonce qu'on est en train de critiquer les autres femmes qui, elles aussi, sont dans cette servitude volontaire. Et quand je parlais de validation, vous expliquez bien dans la pièce aussi qu'il y a une forme de validation dans l'autre sens. C'est-à-dire que si ça continue depuis, comme vous disiez, des millénaires, je cherche votre citation, d'amants autocentrés, voilà, et des centaines de milliers de mal baisés. Donc si ça continue, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne
ou dysfonctionne, mais en tout cas qui est à l'équilibre quelque part dans ce système? Ben, il y a quelque chose qui est à l'équilibre parce que justement, on est dans une, comment dire? On se retrouve piégé dans une situation où on n'ose pas dire finalement. Et ce texte, par exemple, moi, c'était la première fois que je disais finalement ce que je ressentais. Mmh. C'est sorti d'un coup, comme ça, comme un vomissement, on va dire, et après on se dit: «Ah tiens, ça va mieux». Mais c'est vraiment comme ça que ça s'est écrit. C'est que je me et en l'écrivant, je me suis dit: «Oh, enfin, j'avais pas conscience finalement Que tout ça était là comme ça, que je serais lue, en ah oui. fait. C'est ça, surtout. Et je pense qu'on n'ose pas, si ça continue, si les choses continuent ainsi, c'est parce qu'on se retrouve vraiment piégé dans cette situation où on ne peut pas dire les choses, où on ne peut pas, parce qu'on a peur de justement de ne plus être désiré. Si on commence à dire à l'autre, oui, bah dis donc, c'est long ton affaire, ou je prends pas de plaisir, ou je sais pas quoi, on le châtre et on se dit, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Il va penser que je suis une castratrice, etc. Enfin, je veux dire, il y a tout ce petit vélo qui se met en route. Et je pense que c'est quand même une grosse partie du problème. Après, eux, ça les arrange. Évidemment que ça les arrange que nous, on se soumette à tout ça. Évidemment que c'est ce qu'ils veulent. Mais, mais je pense quand même que dans cette histoire, il faut qu'on arrive, nous, à se débarrasser de toutes ces injonctions, quoi. Quand on vous disiez là de ces générations, d'amants autocentrés, ces millénaires pardon d'amants autocentrés, en gros vous nous dites que, bah, la sexualité hétérosexuelle, c'est la plus grande entourloupe de l'histoire. Bah, c'est ce que dit Virginie Despentes, hein, quand elle parle des hommes qui baisent tout seuls. Ils sont éduqués à baiser tout seuls. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, c'est qu'ils baisent avec eux-mêmes et ils sont déjà dans la projection de ce qu'ils vont raconter à leurs copains derrière, finalement. C'est quand même ça qui est intéressant, c'est que finalement, l'histoire qui sera racontée et le fait de nous afficher sur leur tableau de chasse est plus important que le rapport sexuel en lui-même, finalement. Mais oui, je pense que c'est ça finalement le souci, c'est peut-être le fait d'être dénué d'empathie dans ces moments-là. Mmh. La domination, masculine et vous l'avez évoqué tout à l'heure rapidement, elle cesse pas évidemment, au chevet, enfin, à la porte de la chambre à coucher. Elle se retrouve dans toutes les strates de la société. Alors si on pousse le raisonnement, il faudrait faire une grève de la relation aux hommes ou pas? C'est compliqué, hein, je me souviens qu'après, MeToo, il y avait Alyssa Milano qui avait lancé Oui. le hashtag Sexstrike qui n'a pas pris du tout et la pauvre s'était fait, massacrer par plein de féministes qui disaient: «Oui, mais non, enfin, en gros, il y avait un énorme désaccord autour de ça et je m'étais dit: «Mais pourtant, c'est pas si con». Mais je pense que le monde n'était pas prêt pour ça, en fait, à ce moment-là. Quand elle a essayé de le lancer, je crois qu'elle avait essayé de le lancer en 2018, un truc comme ça. Je pense que le monde n'était pas prêt. Mais, mais ouais, non, je sais pas, ce serait amusant quand même, mais ça n'arrivera pas. Oui, vous avez un peu d'espoir dans tout ça ou pas? Est-ce que j'ai de l'espoir pour moi ou est-ce que j'ai de Alors l'espoir ça, pour la c'est société vrai que en c'est la grande général? question. Pour vous, ça va? Ouais, ouais, moi ça va en fait, j'ai jamais autant, mené de projets finalement que depuis que j'ai quitté l'hétérosexualité en fait. On va dire que je sublime et que donc je fais plein de trucs. Mais donc oui, non, non, moi ça va. Évidemment, je me pose des questions. L'âge, comment dire, avançant, je me pose la question de: «Tiens, est-ce que par esprit de contradiction, je reprendrai pas les rapports à un moment où j'aurai atteint un âge où la société considérera que normalement je suis transparente?» comme dirait Yann Moix. C'est bien, voilà, on aura cité Yann Moix, c'est fantastique. On aura cité Nelly Arcan et Yann Moix lors de cette émission. Mais donc moi, je me pose des questions perso, évidemment, parce que là, je crois que moi, ça remonte à fin 2018. On est en quoi? On est 2025. Eh, ça commence à 25. faire, hein. Oui, ça commence à Ah ouais, faire. ça commence, J'ai dit 5 ans, c'est plus, oui, c'est plus, bah, c'était 5 ans, ouais, au au moment moment du du livre. livre. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc moi, ça va. Maintenant, pour le reste de la société, je suis pas Madame Soleil, hein, donc il y a certains jours où je suis très optimiste et puis il y en a d'autres où je vois la montée des masculinistes, et je Ouais. me dis: «Waouh!» Parfois, je me dis, «Ah la jeunesse, c'est super, ils sont hyper conscientisés, beaucoup plus que nous au même âge, c'est fantastique»
Et puis après, je tombe sur des comptes TikTok avec des mascus et là, je me dis: «Waouh! Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé?» Donc franchement, je sais pas quoi en penser. Je ne sais plus quoi en penser. Les chiffres, vous donnent raison, hein, quand même, on sait qu'en 20 ans, le nombre de personnes qui n'ont pas eu de rapport sexuel dans les 12 derniers mois a augmenté de 15 points. C'est passé de 9 à 24. Alors pas tous par choix, j'imagine, mais on sait aussi que cette idée que la sexualité n'est pas au centre de la vie des gens, progresse énormément dans la société. Et en fait, c'est le secret le mieux gardé du C'est monde. C'est ça. qu'en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas de rapport sexuel ou vraiment très peu et plein de couples et ils vont bien, en fait. Ils vont juste bien. Mais c'est vrai on devrait complètement, enfin, il faut décorréler cette histoire de sexualité et d'amour parce que sinon les gens ils paniquent dès qu'ils ont plus de rapport sexuel. Ils disent ah mais l'autre m'aime plus parce qu'il me désire plus et gna 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 gna. On commence à s'embourber dans des histoires pas possibles. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gens, même qui sont pas en couple ou qui pour des raisons diverses, parce que je sais pas, parce qu'ils sont en dépression, parce qu'ils viennent de se faire virer, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils sont prisonniers, parce que, enfin, je veux dire, il peut y avoir 1000 raisons en fait pour lesquelles on n'a pas de rapport sexuel. Et c'est marrant, c'est complètement absent du discours, c'est absent des représentations. Et donc on part de ce principe que les couples baissent 2 fois et demi par semaine. C'est une moyenne qu'on a longtemps essayé de nous faire passer en disant si les couples ont 2,5 de rapport. Alors c'est quoi un rapport et demi déjà? J'aimerais bien savoir. Mais surtout c'est complètement faux. Et aujourd'hui, je pense que ce qui a changé, c'est pas que les gens ont moins de rapports sexuels qu'avant, c'est que le déclaratif a changé dans tous ces sondages. Je pense qu'aujourd'hui, on ose beaucoup plus facilement dire non, j'ai pas eu de rapport sexuel durant ces 3 derniers mois. Là où avant, on était plutôt dans une espèce de performance. Bon, les mecs, voilà, ils ont besoin de dire que ils font beaucoup, beaucoup et que c'est des super amants. Et du côté des femmes, je pense qu'il y a un peu cette crainte d'être vue comme la pauvre, la pauvre fille toute seule, qui échappe au désir des hommes. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui est effrayant. Donc tout ça pour dire, je pense que c'est le déclaratif qui a changé. Mmh. Les femmes osent plus dire les choses parce qu'elles se parlent aussi peut-être plus entre elles et que l'intime n'est plus sous la chape de plomb du secret. J'ai l'impression qu'on ose maintenant parler de choses, personnelles pour se libérer aussi. Oui, parce que en fait, le piège, c'est que on a souvent l'impression qu'on est les seuls à qui ça arrive. Voilà. Par exemple, certaines pratiques violentes, certaines attitudes qui sont totalement anormales, ou des choses qui sont humiliantes, ou je sais pas quoi. En fait, ou des situations d'emprise, on se dit ah là là, c'est moi qui suscite ça, c'est moi qui suis responsable. Puis en fait, quand on commence à discuter entre nous, on se rend compte que ah bon, toi aussi tu te fais gifler les seins. Enfin, voilà, il peut se passer des choses comme ça. On se dit mais attends, mais ça va pas du tout. Moi, je pensais que ça m'arrivait qu'à moi, etc., etc. Enfin, je pense que c'est ça qui est important, c'est discuter, c'est échanger entre nous pour ne serait-ce que pour évaluer, je dirais, l'ampleur des dégâts et de la situation, quoi. Je pense que c'est important, Et ça. vous appelez aussi à, pour améliorer les choses, à une plus grande, sororité, à ce que les femmes arrêtent d'être en compétition, pour le mal en quelque part. Bah, qu'on arrête cette compétition, intrasexuelle, sans pitié, là, où chacune se jalouse, où c'est ce qu'on dit à un moment dans la pièce, c'est il y a qu'à voir nos têtes quand une belle femme entre dans la pièce. En fait, il y a un truc de crispation, on se dit: «Oh, mon Dieu, elle est plus belle que moi». Enfin, il y a Mmh. quelque chose vraiment de cet ordre-là, une espèce de mécanisme de haine, comme il y a pu y avoir, je sais pas, à l'époque même vis-à-vis des mannequins, on dit: «Ah oui, mais moi, au moins, j'ai un cerveau, j'ai pas un corps comme, voilà, mais au moins» enfin, des trucs débiles, quoi, complètement débiles. Donc oui, non, je pense qu'on a intérêt à se serrer les coudes, ouais. Et ça, vous avez le sentiment que ça frémit un petit peu? Moi, il me semble. On a Ouais. de plus en plus d'écrits, on a bon, il y a eu MeToo qui est passé par là, Ouais, bien sûr. Non, bien sûr. Bah, de toute façon, ce texte, cette pièce n'existerait pas s'il n'y avait pas eu MeToo mmh, entre-temps. Faut être honnête, hein. ouais. Je pense que ce soit dans mon cheminement personnel ou que ce soit dans la réaction, dans l'irréaction du côté des lecteurs, des spectateurs, etc. Je pense vraiment que on ne serait pas en train de discuter de ça s'il n'y avait pas eu MeToo, Mmh. bien sûr. Est-ce que dans Ça ne veut pas dire que ça a créé la réflexion, je dirais que ça a accéléré la réflexion. ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des, on disait que c'est un tabou d'avouer quelque part que soit on n'a pas de relations sexuelles, soit elles sont pas bonnes, elles sont pas satisfaisantes, elles sont violentes. Est-ce qu'il y a des hommes qui disent aussi qu'ils ont des relations sexuelles qui sont pas bonnes?
J'ai pas ce genre de discussion avec eux, donc je ne serais pas la meilleure, personne pour, répondre. Néanmoins, ce que je constate, c'est que, il y a des hommes un peu malins qui écoutent quand même ce qu'on a à dire. C'est ce que je disais à propos des hommes qui n'ont pas forcément quitté, la salle pendant la pièce, en fait. C'est qu'il y en a quand même qui prennent conscience de ça et qui arrivent même à en rire. Je pense qu'il y a des hommes qui ont conscience que ils ont pas grand-chose à gagner dans cette histoire, en fait. Qu'ils auraient tout intérêt à se libérer aussi de tous ces trucs qu'on appelle la masculinité toxique et tout ça. Je pense qu'en vrai, ils ont vraiment plein de choses à gagner. Ne serait-ce que dans leur relation avec leur compagne, déjà plus de sincérité, plus de joie aussi peut-être, ou moins de pression. Enfin, il me semble. Vous précisez le sexe hétérosexuel. Je me suis posé la question, je peux deviner la réponse, mais je vais peut-être vous laisser la donner. Pourquoi vous dites pas le sexe tout simplement? Alors, quand je dis le sexe hétérosexuel, ça ne veut pas dire que dans les relations homosexuelles, en tout cas entre femmes, ça ne veut pas dire que c'est complètement libéré, dénué de tout rapport de domination. On peut aussi se retrouver dans une situation de relation hyper toxique, donc avec des luttes de pouvoir, etc., etc. Donc je ne suis pas en train de dire pas de problème, on vire toutes lesbiennes politiques et ça va arranger les choses. En fait, ça va pas forcément tout arranger. Néanmoins, il n'y a pas exactement les mêmes injonctions et la même quantité d'injonctions et le même flot d'injonctions au quotidien. Donc, et il y a un peu moins de danger quand même, il y a même beaucoup moins de danger. C'était Alice Coffin qui disait ça et ça lui a attiré un shitstorm de feu, mais il y a quand même moins de danger quand on est une femme à vivre avec une autre femme, en fait. Je veux dire en termes de violence conjugale. Donc voilà. Mais c'est surtout, c'est là-dessus que ça porte, ce texte. Quand je parle de sexe hétéro, c'est vraiment, je parle de toutes les injonctions et de tout ce qu'il faut se farcir pour avoir enfin ce rapport sexuel. Quand on rencontre quelqu'un, je sais pas, sur Tinder ou quoi, quand on lui file rencard, c'est limite, il faut pas poser un RTT pour se préparer, quoi. Et de l'argent, en plus, qu'il faut investir, ne serait-ce que dans la lingerie qui coûte une blinde, etc. Tout ça pour avoir un rapport sexuel bâclé de 7 minutes. Enfin, non, franchement, flemme. On va s'arrêter sur ce mot flemme. Merci Ovilie d'être venue dans les Midis de Culture. La chair est triste hélas avec Anna Mouglalis, c'est jusqu'au 25 octobre au Théâtre de l'Atelier à Paris. Et il y aura une tournée ensuite. Ça nous a donné envie d'écouter Draga, forcément le groupe féministe dans lequel on retrouve entre autres Anna Mouglalis, ses guerrières. Les Midis de Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à l'équipe qui a préparé cette émission. Aïssa Toundoy, Boris Pinault, Jules Barbier, Lise Ripoche, Zora Vignet, Marceau Vassy, Lucille Staël et Margot Chaboch. Elle est réalisée par Laurence Malonda avec Mineta Diawara à la technique.